Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est jeudi, c'est votre rendez-vous avec Monde des Arts et une émission qui n'a jamais si bien porté son nom qu'aujourd'hui. En sort les surréalistes, Magritte, Folon, Murillo, etc., etc. Les expositions, vous l'avez peut-être remarqué, se bousculent en ce moment dans la capitale et elles sont toutes franchement plus passionnantes les unes que les autres. Je vous encourage vraiment à y aller. On ne vous parle même pas d'ailleurs des musées et des centres d'art. À tel point, c'est vrai qu'on ne sait plus trop où donner de la tête. Et puis une question tout de même, qui se cache derrière ces expositions, ces grandes expositions? Qui les imagine? Qui les monte? Qui est responsable des œuvres, de leur transport, de leur accrochage, etc. Quel est le rôle finalement d'un ou d'une commissaire, d'un ou d'une curatrice, d'un ou d'une conservatrice, etc., etc. Et puis qui des ayants droit aussi, ou même des artistes quand ils sont encore vivants. Ça arrive tout de même. On va parler de tout ça avec nos trois invités. Claire Leblanc tout d'abord. Bonsoir Claire. Bonsoir. On se connaît un petit peu, vous êtes directrice du musée d'Ixelles, on vous recevez beaucoup et on vous recevra beaucoup aussi pour les expositions, j'espère, et y compris les expositions, les collections permanentes du musée d'Ixelles. Comment ça va tout d'abord à Ixelles, ça avance? Ixelles, ça avance, toujours en travaux, mais les travaux s'accélèrent et se profilent bien. La réouverture commence à s'esquisser. On sent un positivisme chez vous, non? Oui, mais c'est une longue épopée, donc on la met en perspective avec la finalité suprême qui est de rouvrir, revenir, et on sent qu'elle arrive vraiment. Patience. Allez, encore un peu de patience, on patiente avec vous, on est tout cœur avec vous. Isabelle Douillet-Depange est avec nous aussi, bonsoir. Isabelle, vous êtes un petit peu décentrée par rapport à Bruxelles, à la Fondation Folon, dans les champs, là-bas du côté de... j'ai traversé le ring. Ça a été à vélo en plus, c'est très dangereux de traverser le ring à vélo. Donc la Fondation Folon, je rappelle, il faut y aller, si vous n'avez pas vu encore, c'est magnifique. C'est à la Hulpe, on est d'accord? Oui, on est au cœur du parc Solvay, donc, qui lui-même est logé dans la forêt de Soignes, donc c'est une merveilleuse promenade et c'est vraiment un musée en pleine nature. Ouais. En pleine nature. Et puis, si vous l'avez remarqué, il y a des œuvres de Folon qui sont en pleine ville, dans le cœur de Bruxelles. On va en parler évidemment avec vous, puisque vous êtes la curatrice de cette exposition. Catherine Anquinet est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Catherine, curatrice également. On expliquera justement quel est le sens de ce terme. Chargée des expos à l'ISELB. Un mot sur l'ISELB tout d'abord. C'est quoi? Alors l'ISELB, c'est un centre d'art contemporain qui est basé à Bruxelles, pas très très loin du musée d'Ixelles. Quelle adresse on peut y aller comme ça? Donc 31 boulevard de Waterloo, donc entre la porte Namur et la porte Louise. Donc un centre d'art contemporain qui existe depuis 50 ans maintenant, un peu plus de 50 ans. Qui 50 au départ, ans déjà? Oui. Au départ proposait essentiellement des cycles de cours, de conférences autour de l'art contemporain, en tout cas l'art de l'époque déjà à ce moment-là. Oui. Et puis c'est ouvert petit à petit aussi aux expositions et à différents types d'activités au centre du centre. Oui, c'est très varié. Oui. Et vous travaillez aussi, vous m'avez dit, à Tournai, au musée du costume? Musée des Arts et du Textile, au Tamat, à Tournai. Oui, où je suis conseiller artistique pour les boursiers, puisqu'ils ont un programme de recherche, de résidence de recherche. Conseillère artistique, encore un autre métier ou encore une autre forme de métier. On va parler de tout ça. Tout d'abord, plonger tout de même. On va regarder un peu de peinture, si vous le voulez bien. J'imagine qu'on est tous d'accord, dans cette magnifique expo En sort Maestro. Alors, on avait invité évidemment Xavier, j'oublie son nom, Xavier Tricot, pardon, qui est le directeur du musée En sort à Ostende et commissaire de cette expo. Malheureusement, il a dû décliner en dernière minute. On le regrette beaucoup, on lui souhaite un prompt rétablissement, rien de grave, je vous rassure. On va le retrouver dans ce reportage. On avait filmé le début de l'expo. En sort l'Ostendais, dont Bruxelles, vous allez le voir, était sa deuxième ville. C'est un Beaux-Arts. Cette tapisserie monumentale a été réalisée en 2008 d'après le tableau L'entrée du Christ à Bruxelles en 1889, un chef-d'œuvre signé James Ensor. Déjà, le titre de cette œuvre est déjà tout un programme. Jésus ne rentre pas à Jérusalem, mais à Bruxelles. Donc il y a tant de références d'Ensor à l'histoire, à la religion, au folklore. Et je pense que cette œuvre-ci résume non seulement l'art d'Ensor, mais aussi l'état de notre pays, la Belgique. La Belgique de la fin du 19e siècle, celle d'Ensor l'Ostendais qui quitte en 1877 sa ville natale pour étudier à Bruxelles, à l'Académie des Beaux-Arts. Ensor, le maestro, comme le qualifie cette exposition, dont les liens avec la capitale sont nombreux. Mariette Anon est l'épouse du recteur de l'ULB, Ernest Rousseau. Et justement, chez les Rousseau, il est accueilli comme un deuxième fils.
Et je pense que l'influence de Rousseau sur son imaginaire, l'évolution de sa pensée, a été vraiment capitale. Et revenir au Palais des Beaux-Arts pour Ensor, c'est revenir à la maison. Parce que d'un certain côté, Bruxelles était sa deuxième patrie, si je puis m'exprimer ainsi. La deuxième patrie d'un artiste dont on montre dans cette exposition toutes les facettes, peintre, écrivain, mais aussi compositeur, un Ensor multiple en mode démasqué. Voilà, c'est vraiment une très très belle exposition qu'on vous conseille. C'est à Beaux-Arts en ce moment. Vous l'avez visité toutes les trois, j'imagine? Pas encore. Non. Pas encore? Pas encore, non. Oui, vous êtes dans les travaux. Vous n'avez pas... non. Vous avez été? Ah non, moi je suis dans le montage de l'expo qui commence. J'étais persuadée que vous allez toutes me dire. Ah bah oui, j'étais. Ah Isabelle, vous sauvez l'honneur. Mais non, moi je sors d'un vernissage et d'un montage. Donc, Ah, vous me faites une promesse en sortant. on y va. La semaine prochaine. Tous ensemble. Effectivement. Vous y allez, et ça fera plaisir à Xavier Tricot, qu'on salue encore une fois, qu'on vient de voir dans ce reportage. Il y a Ensor, il y a les surréalistes, c'est pas loin. Il y a même Chantal Agerman, c'est du cinéma, mais c'est aussi, on est aussi dans l'art. Magritte, Folon en vie. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'expos quand même en ce moment? Vous dites pas encore, mais c'est justement parce qu'il y a peut-être beaucoup à voir. Je sais pas, Catherine? Oui, Bruxelles est devenu un centre un peu incontournable au point de vue du nombre d'expositions, de lieux aussi, mais de toute grandeur possible. C'est vrai, de toute échelle différente, avec des échelles différentes. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de structures beaucoup plus petites qui se gèrent elles-mêmes, comme les Artistes Run Space, qu'on retrouve à foison dans la capitale belge. Beaucoup de centres d'art, des musées, des institutions. Donc, la Maison Tric, par exemple, on va en parler avec Folon, mais plein d'autres. Hein. Et donc, c'est vrai que ça fait une actualité assez débordante. Comparativement, avant, on avait des vernissages tous les jeudis. Maintenant, il y en a presque... On pourrait aller tous les jours. Oui, mais c'est ça que je disais dans l'intro, il y a de quoi avoir la tête qui tourne. Je ne sais pas quel est votre sentiment. Moi, je crois que c'est une saine émulation, que c'est plutôt quelque chose de positif, un cercle vertueux. Oui. Puis avoir une offre pléthorique ne veut pas dire forcément qu'il se délite en qualité. Donc, je crois que, comme le dit Catherine, il y a de toutes les échelles, de toutes les, je dirais, tous les contenus aussi, au contenu scientifique ou découverte. Et ça, c'est très, très riche pour le public. C'est vrai qu'on parle souvent de Paris, de Londres, pour les grandes villes d'expo. On peut mettre Bruxelles maintenant. En plus, oui, il faut. Oui, il faut. Ouais, plus il y a plus d'art, plus il y a de l'art sur Terre, mieux on se porte. Je crois, surtout en ce moment. Hein. Et en plus, les Folons, ils sont un petit peu partout dans la ville. Ça s'appelle l'expo ici Ensor Maestro. Je me demandais qui choisit le titre des expositions. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Est-ce que c'est le commissaire? Est-ce que c'est le directeur ou la directrice de l'institution? Comment ça se passe, Catherine? En tout cas, l'ISELP, c'est le commissaire d'expo, la curatrice qui s'occupe de l'exposition, qui choisit le nom. Après, c'est vrai que nous... Mais tout seul ou c'est une discussion quand même en... Non, après, on en discute en équipe, justement. Surtout que vous êtes plusieurs. Hein, voilà, c'est ça. Ouais. Nous, on est plusieurs historiens de l'art dans l'Institut, donc c'est vrai qu'on essaye de voir comment ça passe sur la première ligne au sein de l'institution, et puis après, après ça sort au grand jour. Oui. Ouais, et à la Fondation Folon, c'est pyramidal, il y a un grand chef au-dessus Non, c'est une toute petite équipe, et ça, c'est une grande chance, en fait, parce qu'on est tout en dialogue, et c'est vrai que le nom des expositions, c'est souvent très difficile, surtout en Belgique, on doit jongler avec deux langues. Oui. Et donc... C'est vrai. Moi, ça m'est arrivé très très souvent qu'on ait une expo, on n'ait pas de nom, on met nom temporaire et puis et finalement c'est souvent la com, hein, les chargés de com qui disent bon, maintenant il nous faut un nom, parce que c'est ça aussi qui attire. Il faut quand même le but, c'est quand même que ces œuvres soient vues, non? C'est le principe de l'expo. Ce serait dommage de la faire pour un entre-soi. C'est un peu l'idée de l'ouvrir au public le plus large. Donc effectivement, c'est comme le dit Isabelle, il y a quand même un volet communication qui vient un petit peu donner le ton d'un titre qui peut marquer dans dans ce paysage où il y a beaucoup d'expos à voir. Il faut aussi pouvoir se poser clairement. Donc c'est une discussion chez nous aussi. Vous êtes directrice de musée, je l'ai dit, à Ixelles. Xavier Tricot est directeur du musée d'Ostende. Est-ce que c'est compatible à la fois directeur et directrice?
et commissaire d'expo. Alors, ça devrait l'être en théorie, ça l'est en théorie. Après, nos métiers font qu'on est quand même très pris dans de la gestion. Administrativement, c'est des métiers différents quand même. Fonctionnement général. Toutefois, parce que c'est une question qui me taraude souvent, on me dit, mais à quoi je sers? Mais en fait, l'expertise de l'historien de l'art est quand même nécessaire dans une structure comme le musée, en tout cas chez nous d'art, pour cerner un bon projet, cerner un sujet sérieux. Donc, il ne suffit pas d'être juste gestionnaire. Donc, l'équilibre entre la gestion et l'expertise, le savoir d'historien de l'art est vraiment nécessaire. Surtout qu'il y a des collections permanentes, c'est un peu le principe d'un musée, et puis il y a des expositions temporaires. Vous êtes sur les deux plans? Oui, oui. Donc, effectivement, le propre d'un musée, c'est d'avoir une collection. C'est ce qui me distingue d'autres lieux, comme par exemple Beaux-Arts qui n'a pas de collection, ou le Wills, voilà. Mais donc, effectivement, on a des missions très variées et complémentaires. C'est à la fois conserver, valoriser une collection. Et donc, on fait des accrochages qui sont en soi des petites expositions ou des grandes expositions. Mais on a aussi, et notamment comme chez nous, on a une salle d'exposition dédiée, on a ce travail de rotation d'expo où on ne montre pas forcément nos œuvres des collections. On va faire appel à beaucoup de prêts extérieurs, des commissaires extérieurs, des compétences extérieures. Et donc, l'équilibrage des compétences internes et externes est permanent. Les commissaires viennent souvent d'extérieur. Chez vous aussi, vous êtes... tout d'abord, on dit curatrice, commissaire. Moi, je me suis emmêlé les pinceaux, c'est le cas de le dire. Oui, je comprends. C'est quoi la différence? Il y a une confusion entre les deux mots, mais en fait, c'est la même chose. En fait, commissaire d'exposition, c'est plutôt un terme français. D'accord. Et donc, il y a eu une forme de francisation aussi d'un terme anglais, curator, qui a pris un peu le dessus sur commissaire, qui a un peu plus d'autorité, tandis que curator, ça vient de to care, prendre soin de. Oui. Donc, c'est joli. C'est plus beau même que commissaire. C'est beaucoup plus beau, et donc c'est plus approprié à un métier aussi. Qui prend vraiment soin des œuvres, qui prend soin aussi des artistes. C'est pas encore très arrêté parce que voilà, pour Beaux-Arts, on dit le commissaire Xavier Tricot. Chez vous, vous êtes curatrice. Oui, en fait, il y a parfois une conservatrice, une curatrice. Oui, c'est encore autre chose. Effectivement, conservatrice, curatrice, c'est assez proche. Il y a des conservatrices qui sont directrices du musée. Il y en a d'autres qui sont à côté. Là, vous m'emmêlez encore plus ces pinceaux, je crois. Oui, voilà. Mais globalement, c'est pas très important, mais bon. Globalement, les curateurs, les conservateurs s'occupent plus des parties scientifiques, expositions. Ils sont des directeurs plus dans la gestion et dans la stratégie globale. Quand on dit partie scientifique, le mot est revenu déjà plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Moi, je pense tout de suite bêtement au Musée des sciences naturelles. Là, on comprend très bien ce que ça veut dire scientifique. Dans l'histoire de l'art, c'est quoi quelque chose de scientifique, une action scientifique, Catherine? Pour moi, une expo, c'est un projet de recherche avant tout, puisqu'il y a vraiment derrière une expo, et c'est ça que recouvre le mot commissaire d'exposition ou curatrice, c'est l'idée d'avoir vraiment le déploiement d'un discours à l'aide d'une ou de plusieurs œuvres. Et ce discours, il est scientifique à la base, c'est-à-dire que prenons une exposition collective, souvent c'est une thématique qui est sous-jacente. Un lien, vous voulez dire un lion, quoi. Voilà, c'est ça, une espèce de fil rouge qui va dans toute l'exposition et qu'on veut faire passer par les œuvres, puisque c'est elles qui parlent en premier. Ouais. Et donc il y a une sorte de discours, d'ailleurs ce terme commissaire, curator, c'est venu aussi de la notion d'auteur. Puisque dans l'histoire, en fait, c'est un très jeune métier, finalement, l'appellation comme ça. Dans l'histoire, c'est Harald Zeman qui, en 69, a fait une exposition qui a un peu bousculé les institutions et autres. Et donc, il a affirmé une position d'auteur en tant que commissaire. D'accord, donc il a inscrit sa patte, vous voulez dire quoi? C'est ça, exactement. Alors que jusque-là, c'était assez académique, classique, on prenait, je sais pas moi, les impressionnistes, on les mettait ensemble, c'est ça que vous voulez dire? Oui, maintenant, il y a une lecture de... en tout cas, dans des expositions où il y a un commissariat derrière qui est élaboré, il y a quand même tout un discours qui est... D'accord avec ça? Oui, tout à fait, la notion de l'exposition. De vraiment récit, mais donc derrière le mot scientifique, on pourrait y mettre l'expertise, donc de ne pas raconter tout et n'importe quoi, et de se laisser juste à de la
pure interprétation, même si à un certain moment, on peut aussi oser le faire comme proposition pour le public. Voilà. Mais il y a quand même une notion de raconter, avoir une narration qui donne sens, qui fasse cohérence entre ce que l'on voit et ce qu'on a envie de faire passer comme message. Et pas particulièrement pédagogique, c'est plus aussi, bien sûr. Il faut que ce soit pédagogique. Oui, moi je crois que par essence, une exposition est un objet de médiation. C'est-à-dire qu'on va vers le public, on va avec une réflexion, un fil rouge, un récit, et on doit le transformer. Et donc la question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi faire une exposition plutôt qu'un livre, comment on peut traduire ça visuellement en fait, et pas uniquement des concepts. Et ça, je trouve ça toujours passionnant de se dire comment on atteint... comment on fait part d'un récit oui, bien sûr, visuellement. Et c'est vrai qu'il y a la notion... Oui, mais ce qui est intéressant d'Isabelle, pourquoi une expo plus qu'un livre? Et en fait, finalement, ce qui va rester d'une exposition, c'est souvent son catalogue et le livre. Et donc, il y a une complémentarité des deux qui très vite se pensent ensemble, très en amont du projet. On va avoir le momentum expo. Et qu'est-ce qui va en rester après? C'est le livre dans une bibliothèque ou sur une table de salon et le plaisir de revoir l'expo dans un volume. D'où l'importance du titre. Et je voudrais qu'on montre d'ailleurs l'affiche, si on peut, en régie de l'exposition qui a lieu à l'ISEL pour l'instant. Alors le titre, vous pouvez le dire, dites-le le titre. C'est le nom de cette pierre qui fait paysage. C'est très très beau. Qui a trouvé ce titre? Alors déjà, cette expo, elle est un peu en dehors du cadre de tout ce que je viens de dire. C'est pas grave, allez-y. Parce qu'en fait, cette expo est venue de la collaboration de 4 de mes collègues. Donc il y a 4 curatrices derrière cette exposition. En fait, l'idée, c'était comment on est une équipe, on va dire, de programmation au sens large, puisqu'à l'ISEL, puis il y a autant des conférences, des podcasts, des expositions, tout un aspect de médiation. Un peu de voir finalement, sous la forme d'œuvres d'art, quelles étaient aussi les sensibilités de chacune des historiens d'art qui font partie de l'équipe. Et donc, chacune a choisi une artiste. Ah oui, d'accord. Et pas mal, ça. donc, ça va un peu à l'envers de cette idée de récit, puisqu'en fait, on a... c'est une autre façon de présenter les choses, quoi. Voilà, ce titre est venu d'une conversation entre nous, et notamment l'idée que certaines pierres pouvaient faire image, comme Pierre Caillois. Et donc... c'est une phrase qui est sortie dans la conversation et on l'a trouvée belle, poétique, pour une expo, pour le coup, qui n'était pas faite au départ sur l'idée d'une thématique, qui était faite sur le choix de pure affinité, de 4 sélections un peu le différentes. principe d'une galerie, sauf que dans une galerie, on vend, quoi, mais globalement. Voilà, il n'y a pas de vocation commerciale non plus, mais ce qui est ça va un assez peu dans ce sens-là, quoi. Aussi. Mais néanmoins, ce qui est assez étonnant, c'est que on est en train de monter l'exposition et qu'il y a des beaux liens qui se tissent d'une artiste à une autre, puisque c'est 4 artistes de femmes. Qui n'était pas prévu à la base, qui ne devait pas se faire. Évidemment, ça a été une conversation aussi un petit peu entre nous, et il y a eu plusieurs artistes cités, et puis on s'est rendu compte que ces 4-là, sans doute, feraient paysage, comme on dit, avec différentes couches, différents éléments dans ce paysage, mais que ça pourrait se relier. On ira voir tout ça. On va aller en ville aussi, d'ailleurs, se promener, parce qu'il y a pas mal de faucons, vous les avez vus, j'imagine, si vous circulez dans la ville. À vélo, à pied, je dis ça parce que vous aimez le vélo. Ils sont assez immanquables. Ou en tram, on a difficile à les louper. Je voudrais qu'on regarde un reportage qu'on avait fait. On s'était vu d'ailleurs à cette occasion. Et on parlera après de la responsabilité aussi du commissaire, de la commissaire par rapport aux œuvres, aux prêts d'œuvres, etc. Regardez. Folon, c'était ça pour les plus anciens d'entre nous, une Madeleine de Proust, un générique télé qui nous arrachait les larmes avec ces bonhommes qui s'envolent. Des bonhommes qu'il n'oubliera pas des années plus tard, quand il passera à la sculpture, comme cet homme assis depuis quelques jours dans le parc du Petit Sablon. C'est là que Folon, en 1995, a fait sa première exposition de sculpture. Et finalement, c'est assez beau. C'est un artiste de renommée internationale qui revient dans sa propre ville pour montrer ce travail qui était encore timide à l'époque. Et donc là, parc à haute valeur symbolique pour lui. Et on s'est rendu compte que les sculptures de Folon ne dénaturaient pas les lieux. Elles leur donnent un supplément d'âme. Un supplément d'âme qu'on retrouve à 2 pas de là, Place Royale. Cette sculpture, si reconnaissable du style de cet artiste né à Bruxelles il y a 90 ans, une silhouette pleine de douceur, du moins
en apparence. C'était quelqu'un de très doux, et ça, tout le monde nous le dit. Et cette douceur n'empêche pas une révolte. Très, très souvent, on lui disait « mais vous êtes trop doux avec votre aquarelle, avec votre trait fin, avec votre personnage ». Et puis il lui dit « mais regardez mes tableaux, en fait, et vous allez voir quelle violence il y a dedans et quelle violence je contiens. Et si je peins, c'est pour ne pas crier, justement, ou pour crier mieux, en quelque sorte, et pour mieux me faire entendre ». Se faire entendre, comme ici, dans les Galeries Royales Saint-Hubert, se faire entendre encore et encore pour cet artiste très engagé, notamment pour l'écologie et Amnesty International est disparu en 2005. Allez, ça vaut bien encore une petite Madeleine. Vous vous souvenez de cette petite musique? Mais oui, vraiment. Il fallait aller faire dodo à ce moment-là. Tout à fait, c'était l'heure. C'était la fin du programme. C'était tard déjà. Oui. Alors moi je me pose la question des œuvres dans la vie, parce que quand on s'était vu, vous m'avez dit il y en a une qui est un peu endommagée, j'espère que tout va bien pour elle. Ouais. Quelle est la responsabilité des commissaires, des curateurs et curatrices par rapport aux œuvres? Oui, une expo en espace public, c'est jamais très très évident. Ça a l'air évident quand tout est là, mais en fait, donc il y a évidemment des négociations avec les assurances, avec les gestionnaires des lieux aussi, sachant que nous ne sommes pas chez nous. Donc il faut. Donc soit la ville, soit les galeries là qu'on a vues. En fait, tout le monde. C'est la lasagne complète. Ouais, il y a une bonne grosse lasagne à Bruxelles. Oui, il y a la ville, il y a évidemment le propriétaire de lieu, donc Régie des bâtiments, Galerie Saint-Hubert. Ouais. Et puis il y a les gestionnaires, Bruxelles Environnement, et puis au-dessus il y a les monuments et sites, parce que tout ça est en site classé. Et donc c'est stressant, c'est quasi impossible à faire, on s'arrache les cheveux. C'est long, mais en fait on a bénéficié vraiment d'une immense bienveillance, donc ça a été, mais c'est long comme processus. Et surtout, il faut arriver à ce que tout le monde soit content. Donc on travaille avec des constats d'œuvres. Évidemment, chaque fois qu'une œuvre voyage, il y a une restauratrice. Oui, donc c'est comme un check-in, check-out, quoi. Exactement. C'est un peu ce principe-là. Mais aussi avec un ingénieur sur place. Donc, il y a sur tous les lieux, il y a eu un état des lieux. Il y a un ingénieur qui... Parce que ces sculptures, ça a l'air de rien, mais c'est très lourd, en fait. Hein. Donc, les socles sont très, très lourds. Donc, il faut voir s'il faut mettre des plaques de répartition, etc. Donc, voilà. Et... En cas de casse, effectivement, disons qu'on est dans une responsabilité qui est raisonnée. On va dire, et puis il y a les assurances pour nous aider qui servent à ça. Les assurances sont chères, j'imagine, pour ce genre de... En espace urbain, oui, c'est très cher. Oui, évidemment. Oui. Comment ça se passe quand vous, parce qu'au musée, le temps de la fermeture, c'est terminé, je crois, mais l'opération des œuvres chez les gens qui était géniale comme idée. Mais c'est compliqué aussi, il y a de quoi s'arracher les cheveux. C'est compliqué, mais c'est vrai que quand on a préparé le projet avant même la fermeture, il y a 6 ans, et qu'on pensait à ce projet pour garder le lien avec le public, exfiltrer les œuvres, une des conditions essentielles de faisabilité de l'opération, c'était d'avoir l'assureur avec nous. Et donc, je me souviens très bien, dans la préparation avec ma collègue qui a porté ce projet, Stéphanie, on se faisait une montagne de prévenir l'assureur et lui demander son go. Et en fait, on a eu à ce moment-là une facilité déconcertante. On a dit, OK, on vous met juste un plafond, vous minimisez les risques de transport, etc. Enfin, il y avait toute une série de petits points à respecter. Mais il y a eu là aussi la bienveillance d'un corps d'experts, de professionnels qui savaient qu'on n'allait pas faire n'importe quoi et qu'on avait... penser le processus, mais là, pour que tout soit safe. Donc, il y a l'espace public, là, c'est chez les gens. Donc, il faut faire confiance à cette oui, après... Elle signe un contrat, quand même, j'imagine. Non, parce qu'on voulait que ce soit du plaisir pour les gens. Donc, il fallait qu'ils soient super heureux de recevoir. Donc, il y avait une espèce de petite charte des responsabilités, pas un contrat, mais qui faisait en fait partie du processus de quand on prête une œuvre d'art, que ce soit un musée ou un particulier. À quoi on fait attention ? On fait attention de ne pas avoir une friteuse à côté, voilà, toutes des petites choses comme ça, mais comme dans un musée. Et donc, on a intégré ces contraintes comme une règle du jeu et qui sensibilisait à ce qu'est un musée. La sécurité des musées, des institutions, c'est quelque chose, c'est un gros budget, c'est une grande part du budget. Par exemple, à l'ISELP, les caméras, enfin tout ça. Oui, il y a toute une part de caméras, de permanence de gens qui sont présents là, mais il y a aussi les assurances, et puis il y a une alarme aussi dans le bâtiment. Ouais. C'est une grosse charge. Chez Folon aussi, j'imagine, en plus, vous êtes isolés. On est au milieu de la forêt, donc effectivement, le bâtiment est très, très sécurisé. Les procédures pour y entrer sont
Mais bon, voilà. Après, vous lâchez les chiens pendant la nuit, quoi, c'est ça. Je dis ça parce qu'il y avait eu un clip dans le Louvre, je ne sais plus si vous vous souvenez, il y avait des chiens comme ça. Donc, enfin, bon, bref, c'était pour rire. Mais effectivement, la sécurité, c'est un immense enjeu. Et non seulement une sécurité par rapport à des vols, mais surtout par rapport à la conservation de l'œuvre d'art. Bien sûr. Donc, quand on transporte des œuvres, durant le transport, on s'assure que les conditions climatiques sont bonnes. Quand on met des œuvres dans un musée, qu'on sait qu'il y avait des milliers de personnes qui vont passer dedans, s'approcher, se moucher, éternuer. C'est stressant ça pour une curatrice? Oui. Hein. En fait, ça fait partie. Voilà, c'est un risque qui est raisonné. Il faut être généreux. Si nous on n'est pas généreux, si on garde nos choses en réserve, évidemment, ça n'a pas Ne vous mouchez pas trop près des ors. On ne peut pas terminer prévoir très rapidement. on ne peut pas prévoir tout parce qu'il arrive souvent des petites choses. Oui, puis ça fait partie de la vie aussi, évidemment. Alors, très rapidement, les dates, Follon, c'est jusqu'à la fin mai fin mai pour le parcours des sculptures, juillet pour le musée Magritte, et Design Museum et Eutric jusqu'en septembre. D'accord. L'ISELP, ça démarre et puis c'est juste que ça démarre jeudi prochain pour le vernissage, donc à partir du vendredi jusqu'au 29 juin. D'accord, 29 juin, et on est à côté de D-Hotel. J'ai fait une pub pour cet hôtel, mais comme ça, les gens situent. Exact. peuvent aller dormir après s'ils veulent. Et alors, le musée d'Ixelles, vraiment, on y travaille vraiment dur. Oui, j'imagine bien. Allez, on va dire 2025, on va se lancer. Merci à toutes les trois d'avoir parlé de votre passion, et nous, on se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.